Bienvenue et merci de nous rejoindre à cette 12e édition de votre programme Président Mbalakani face aux internautes. Cette émission qui est la favorite du président Mbalakani parce qu'il a l'honneur de répondre aux préoccupations de multiples internautes sur ces divers sujets. Il est avec nous, président Mbalakani. Bonsoir. Bonsoir, Madame Béatrice. Bonsoir déjà à ton co-intervieweur. Bonsoir à tous les internautes qui sont scotchés, comme on dit, connectés. Je pense que c'est le mot consacré. Ils sont connectés. Bonsoir à l'équipe technique qui fait le travail ingrat. Voilà. Donc, comme on dit, je suis là, je suis à mon poste, face à mes internautes. Vous avez raison de rappeler que c'est l'émission que j'aime le plus. Voilà. Au micro, je suis Tam Béatrice, accompagnée de M. Bourg-Philémon, à qui j'adresse mes salutations. Bonsoir Madame Béatrice, c'est un honneur renouvelé d'être parmi vous ce soir et d'être en face du président qu'on ne présente plus, le président Mbalakani, qui est face à nous dans cette rubrique consacrée aux internautes. Il est important de rappeler que cette émission est réellement consacrée aux internautes et il est judicieux de préciser que les différentes préoccupations que nous avons soumises au président n'ont pas été filtrées et ont été triées pour des ajustements ou alors apporter des zones d'ombre qui ont été soulevées par les différents internautes. Et je profite aussi de cette occasion pour les saluer et leur dire de toujours rester connectés à la chaîne de NMB officielle, de liker et de toujours partager. Sans toutefois tarder, Monsieur le Président, nous avons un commentaire de M. Kounesta qui dit: est-ce que les Africains sont conscients de la grandeur que vous représentez? Ben, est-ce que c'est à moi qui s'adresse? Oui, président Mbalakani. Ben, il faut qu'ils s'adressent aux Africains. Si les Africains sont conscients de ma grandeur, mais c'est aux Africains, donc il faut poser la question. Je ne me préoccupe pas fondamentalement de ce type de paramètres. Franchement, je ne m'en préoccupe pas. Quand vous êtes au front, dans le niveau d'intensité qui est le nôtre, vous n'avez pas le temps de vous préoccuper de ce type de paramètres, de ce type de... On va dire ça. C'est un luxe que je ne peux pas m'offrir. Faire une fixation sur ma supposée grandeur. Je ne suis pas une légende, hein, ni une star. Donc, il faut avoir ce type de préoccupation parce que le combat panafricaniste, ce n'est pas un combat où, du moins quand on est sérieusement engagé, où on a le temps de se comporter comme un superstar, comme une légende. Donc vraiment, j'ai de la peine vraiment à commenter ou bien à répondre à un tel sujet. Je ne me suis jamais considéré comme étant un grand. Jamais. Mais vous êtes la superstar des panafricanistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, superstar des panafricanistes. Mais vous l'avez dit. Non, pas superstar. Je ne suis pas un superstar. Ce type de qualificatifs n'ont pas de place dans le théâtre panafricaniste. Star par rapport à quoi? Ça renvoie à des lumières qui ressemblent au rendez-vous des stars, comme Cannes, ou bien toutes ces rencontres où les stars arrivent. Il faut que tous les caméras du monde entier soient fixées sur eux, etc. Les stars ont des préoccupations qu'un combattant n'a pas. Moi, je suis un combattant. Je me considère comme un militant, un combattant. Mais bon, je n'ai pas de préoccupations de ce type. Hein. Même ça n'exclut pas le fait que je sois bien conscient du rôle que je joue et des responsabilités qui sont les miennes dans le combat panafricaniste. Ça, j'en suis très conscient. Mais jamais je me considère... Vraiment, ça ne traverse pas mon esprit, ce type de préoccupation. Merci, président Mbalakani, pour ces éclairages. Et, comme vous l'avez si bien dit, vous n'êtes pas une star. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce type d'éloge. Vous faites votre combat et vous amenez votre mission à bon port. Président Mbalakani, nous avons une préoccupation de Ami Traoré depuis le Mali. Déjà, il vous salue et dit: je vous suis depuis le Mali,
où je confirme votre considération par la population malienne. Ma question concerne l'investiture du président Oligui Nguema. Nous avons en effet tous vu l'enthousiasme, l'euphorie, l'admiration des populations gabonaises à la seule évocation des noms des présidents Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta. Par contre, la France fut huée longuement à l'évocation du nom du président Emmanuel Macron. Il ressort deux préoccupations de cet internaute. La première, comment appréciez-vous ces deux situations quand on sait que la France nous fait croire qu'au Gabon, elle est un pays conquis? C'est la première préoccupation de cet internaute. Elle a un terrain conquis. Bon, la situation au Gabon, je me suis suffisamment exprimé là-dessus. Il y a des préoccupations que j'appelle de surface et qui est mis en avant par la nature même de ce qu'on appelle réseau social. C'est-à-dire un endroit où chacun peut s'exprimer sans médiation méthodologique, sans recul. Et ça crée un vacarme universel numérique qui crée du buzz, des fausses bulles qui en retour maintenant sont manipulés par des spécialistes de la guerre numérique, les pays occidentaux, les services secrets occidentaux, pour polir ou salir l'image d'un régime. Ça s'appelle la guerre numérique. Nous ne savons pas beaucoup faire ça. Donc il y a ce type de préoccupation, et là on ne réfléchit pas, c'est les yo-yo, soit vous êtes pour, vous êtes contre Nguema, ça devient une affaire espèce de starisation d'une situation politique où c'est une affaire de fans qui s'affrontent. Alors que la politique, c'est d'abord la réflexion. C'est la réflexion. En politique, on réfléchit d'abord. On réfléchit beaucoup. Et pour réfléchir, il faut des données. Il faut avoir des bases de réflexion. Elles sont claires. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la situation au Gabon ne se comprend pas si, une fois de plus, on sépare le Gabon de l'ensemble du contexte néocolonial africain en général, et en particulier dans la sous-région Afrique centrale, qui dans la stratégie française, n'est-ce pas, participait à ce qu'ils appelaient l'Empire équatorial français, l'Afrique équatoriale française, qu'on opposait à l'Afrique occidentale française, même si tout ça a été parfaitement coordonné par la France pour bâtir son empire colonial, entre autres. Donc, de ce point de vue, on a donné une fonction historico-politique au Gabon, comme on l'a donné au Sénégal. Je vous rappelle que le Gabon, c'est pratiquement, je rappelle toujours ça historiquement, en dépit des grandes résistances anticoloniales qu'il y a eu au Gabon, parce qu'il y a eu une grande résistance, les Gabonais ont résisté, mais la France a géré ça et avait réussi à l'orée des indépendances, à pratiquement faire du Gabon un territoire d'outre-mer. Et de ce point de vue, on a donné l'indépendance au Gabon. On a donné cadeau. Sans un véritable combat particulier en tant que tel. Je dis bien qu'il y a eu des combats, une grande résistance anticolonialiste au Gabon, portée par de grands leaders ethniques au Gabon. Mais la lutte pour l'indépendance, en tant que tel, non, le Gabon n'a pas mené ça. La France lui a donné l'indépendance parce que, à la veille de l'indépendance, c'était pratiquement un territoire d'outre-mer. Donc, la France a toujours été dans sa maison au Gabon. Le Gabon, c'est pas une insulte, hein, c'est un fait. Le Gabon, c'est une cuisine française. Ça a toujours été comme ça. Alors, le problème qu'il y a eu, c'est que la dynastie au pouvoir, jusqu'à Ali Bongo, à un moment donné, a été débordée sur son flanc domestique par le fait que le fils et la femme ont débordé le président. Je parle de Sylviane Bongo et Noureddine, le fils d'Ali Bongo. Ils ont débordé, cette dimension domestique a débordé, n'est-ce pas,
le président, qui était dans un état pas très solide, respectons-le, parce que chacun de nous peut être malade. Il n'était pas dans un état qui lui permettait de soutenir les exigences de l'autorité qui devait imprimer au pays. Il a été débordé par son fils et sa femme. Ça a effrayé sérieusement la hiérarchie militaire, qui avait comme personnalité la plus en vue M. Oligui Nguema. Il a réussi à fédérer autour de lui l'armée, il a pris le pouvoir. Et je l'ai dit, de ce point de vue, son seul acte héroïque, c'est qu'il a mis fin, d'après lui, à la dictature d'Ali Bongo. Il a mis fin à la dictature d'Ali Bongo. Bon, c'est pas avec ça que on coupe le cordon ombilical néocolonial, c'est pas avec ça qu'on va redessiner la place du Gabon dans le Conseil des Nations en général et en particulier, surtout j'insiste, un repositionnement par rapport à la France. Parce que c'est ça qui est l'élément dynamique et historique. L'élément dynamique et historique, quand on parle de politique dans un contexte comme le nôtre, c'est le positionnement face aux colons, aux néocolons, à l'oppresseur historique. Et pour le cas d'espèce, c'est la France. On va parler se positionner, je ne sais pas, devant le royaume de Tonga, ou je ne sais pas quel autre pays. C'est d'abord, c'est la France. Donc, c'est cet élément-là c'est le rapport à la France qui doit démontrer la nature historique, la trajectoire historique, la qualité de la trajectoire historique qu'on est en train d'imprimer au Gabon. Parce qu'il est important de rappeler ça. Le changement au Gabon, ce n'est pas remplacer Ali Bongo par Oligui Nguema. Le changement, ce n'est pas le fait que Oligui Nguema a mis fin à la dynastie au pouvoir d'Ali Bongo. Encore que je répète encore, tout le monde sait que Oligui Nguema, c'est un fils Mbongo. Voilà. Peut-être pas fils biologique, mais c'est un fils politique. Politique. Au sens généalogique même du mot. Politique. C'est un fils. Et puis, sa sœur chérie, c'est Pascaline Bongo. Donne l'impression que c'est un autre lit ou une autre chambre qui s'est révoltée contre une autre chambre de la maison. Est-ce qu'on est réellement sorti du mbongoïsme au Gabon? Je n'en sais rien. Mais tout montre que pas encore. On n'y est pas sorti. Mais la dynamique, la propagande, cette fausse bulle démocratique qui travaille les pays africains a pris le dessus sur les problèmes structurels dont la prise en charge et leur mise sur la table sont le seul levier capable de faire à ce qu'on pose les vrais débats politiques. Est-ce qu'au Gabon, il y a eu ce débat? On verra. Il y a eu ce débat lors de la conférence des forces vives. J'aime toujours rappeler ça. Une résolution a été prise, à savoir faire partie des bases militaires françaises du Gabon. Si. Mais Oligui Nguema, rapidement, il s'est mis au-dessus des forces vives. Il a dit que lui ne chasse personne. Voilà. Et puis Paris est très content. Paris est très content de Oligui Nguema. Paris le prend en exemple pour combattre et dénigrer l'AES. Oligui Nguema aujourd'hui est l'exemple qu'on porte pour dénigrer l'AES. Tout ça sont un ensemble d'indicateurs pertinents pour nous amener à rester sur notre faim quant à ce qui se passe au Gabon. Donc, est-ce que Oligui Nguema est en réalité porteur de quelle dynamique? Jusqu'à présent, c'est une dynamique domestique. Ce n'est pas la hauteur de la demande historique qui travaille le continent africain, à savoir la rupture avec le colonialisme et le néocolonialisme occidental, la rupture, et la conquête de l'indépendance et de la souveraineté, qui doivent se traduire par l'amélioration des conditions de vie des populations et la garantie de leur dignité. Ce que porte Oligui Nguema pour l'instant, comment on appelle ça? Ce sont les dividendes. Ce sont les dividendes encore émotionnels de la chute d'Ali Bongo. Ça, il incarne ça. On ne peut pas nier qu'il incarne ça. Alors, de ce point de vue, je terminerai par là. Oui, il y a eu un progrès au Gabon. Il y a eu un progrès, on ne peut pas nier. D'accord. La chute du système Ali Bongo, ou bien du régime Bongo, est un progrès. C'est un progrès. Mais encore,
un progrès vers quoi? On peut progresser pour aller vers le pire. Hein. Il y a des progrès qui conduisent au pire. C'est pour ça que nous sommes en train de poser la question de la consistance historique de la dynamique qui travaille le Gabon. Ça, c'est au niveau institutionnel. Maintenant, si on se fie donc au fait que les populations ont beaucoup évasionné les représentants, les présidents de l'AES, c'est l'indicateur que le peuple gabonais est sensible, est très très sensible par la question panafricaniste. Mais le panafricanisme, ce n'est pas une sensibilité, c'est une démarche consciente. Il faut maintenant qu'on s'assure que le peuple gabonais va franchir le pas qui permet de passer à une sensibilité panafricaniste, à une conscience panafricaniste. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots. Nous avons retenu que le panafricanisme, ce n'est pas une simple sensibilité, mais c'est une conscience. C'est une conscience. Une démarche. Monsieur le Président, il renchérit dans son deuxième volet en disant qu'est-ce que cela devrait inspirer au président Oligui Nguema? Mais qu'il y a une dynamique historique comparable aux dynamiques qui ont prévalu lors de l'indépendance, qui est en elle-même, cette dynamique-là a été en elle-même une espèce de parachèvement de la lutte contre la colonisation. Une dynamique de ce type est en train de traverser le continent africain et les peuples africains. Il ne peut pas être indifférent à ça. Autrement dit, les ovations qui ont porté la présence des représentants de l'AES, c'est notre message à M. Nguema. C'est un message pour lui dire que c'est ça les enjeux de l'heure. C'est ça les enjeux de l'heure. Rupture avec les métropoles coloniales. Rupture. Repositionnement de nos pays au plan stratégique sur la conquête d'une effectivité indépendantiste et souverainiste, qui se répète encore, ne sont que le moyen d'élever les conditions de vie des populations et de garantir leur dignité dans un monde extrêmement dangereux. Voilà. D'accord, c'est ça. Merci, Président Balakani. Sans toutefois tarder, tout en espérant que M. Ahmed Traoré soit satisfait de votre réponse face à ces préoccupations. Je l'espère. Nous allons faire un tour en Côte d'Ivoire, si vous permettez. On fait la rencontre de M. Kwadjo Gilles, depuis la ville de Yamoussoukro, qui vous salue. Et il demande, il a une préoccupation tout en sachant, bon, il aimerait savoir, peut-on parler de la libération politique sans une rupture radicale avec les modèles de gouvernement hérités de la décolonisation? Non, c'est impossible. Tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs, des vendeurs d'illusions. C'est impossible. On ne peut même pas faire la politique si on n'est pas libre. Donc nous disons que les situations actuelles signifient une seule chose. Nous sommes encore dans la pré-politique. Nous sommes dans la comme dit préhistoire, nous sommes dans la pré-politique en Afrique. Donc tous ces gens qui font raconter des histoires, des balivernes sur la bonne gouvernance, l'alternance démocratique, ça n'a aucune consistance politique. Merci. Quelle lecture politique peut-on faire de la situation actuelle du Gabon et quels sont les enjeux? Je viens de dire, donc je ne vais pas me répéter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, répondant à la première préoccupation. Les enjeux du Gabon sont les enjeux de tous les pays africains. L'effectivité de la souveraineté et de l'indépendance politique. Tout ça veut dire indépendance économique, indépendance culturelle, sociale, etc. Pas pour vivre comme Robinson Crusoe dans une île, non. Mais pour être en capacité de participer en toute sérénité dans la rencontre des peuples au niveau universel. Pour participer. C'est un homme libre qui participe. C'est un État libre qui peut participer sereinement aux rendez-vous internationaux. Les décolonies ne peuvent pas participer dans les rendez-vous, même si elles arrivent là-bas avec les drapeaux, n'est-ce pas, signifiant qu'ils sont des États indépendants sur leur visage, sans tromper personne. Donc, la condition pour faire la politique, répète encore, un État doit être libre. Sinon, on n'est pas en politique. On est dans la pré-politique. Voilà, donc,
Ces enjeux-là travaillent le Gabon. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ces enjeux-là travaillent le Gabon. Et on ne peut pas faire la politique au Gabon si on refuse de prendre en charge ces enjeux-là. Merci. La persistance du franc CFA dans les pays de la zone franc, y compris les pays de l'AES, est-elle un signe d'inaction face à la domination monétaire post-coloniale? Non, ça veut simplement dire que, loin d'être de l'inaction, c'est que les processus ne sont pas encore arrivés à un niveau de maturité. C'est tout. On dit que on est dans un processus. L'AES, c'est un processus. Un processus signifie, politiquement parlant, et même stratégiquement parlant, la coexistence de dynamiques contradictoires qui peuvent être dominées par une tendance dans cette dynamique-là, une tendance du moment. Mais il faudra donc que les acteurs du processus s'assurent que les enjeux les plus pertinents qui traversent les processus soient pris en charge et menés à bout. Donc l'AES n'est pas encore au bout. L'AES n'est pas encore au bout du processus qu'il a engendré. Ils ne sont pas encore au bout. Donc c'est un processus. Il est évident que tant qu'on n'a pas rompu avec le franc CFA, on n'a pas encore fini le parcours. Au contraire. Donc la question du franc CFA, elle est une manifestation de la puissance du réel en politique, et même dans la géopolitique, la puissance du réel. Le panafricanisme est confronté au réel de la politique mondiale, de la géopolitique mondiale, et des rapports de force tels qu'ils ont été structurés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le panafricanisme est confronté à ce réel-là. C'est pour ça que très tôt le NMP a rapidement attiré l'attention des panafricanistes sur la notion de panafricanisme de gouvernement. Nous avions très vite compris à l'époque que la conscientisation, la puissance du mouvement tel que nous l'avons lancé pouvait conduire à tout moment à la prise de pouvoir dans un pays africain, n'est-ce pas, par des panafricanistes, ou bien par des panafricanisants. C'est pour ça que nous avons lancé l'idée du panafricanisme de gouvernement, pour dire que une chose est de gérer la tribune, de maîtriser la bataille de l'opinion, de la parole, du discours. Mais autre chose, c'est de gouverner. Et si on n'a pas de programme opérationnel de gouvernement panafricaniste, mais il fallait bien donc admettre que l'AES devait commencer par, devait apprendre en même temps qu'il ferait, faire en apprenant. Alors, quand on fait en apprenant, ou bien quand on apprend en faisant, le rythme, ce sont les flux, les reflux, les avancées, peut-être ce qui peut apparaître comme étant de la stagnation. Mais quand on a dit tout ça, ce que les pays de l'AES ont fait sur le plan historique est trop puissant, est fondateur. Et comme tout ce qui est fondateur, il faut leur donner du temps. Il faut donner un peu du temps pour que ils puissent faire avec les contraintes d'un ordre international qui n'a jamais été favorable à l'Afrique en général et à ces pays-là en particulier. Alors, la bataille du franc CFA, comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas la bataille d'un pays africain, c'est la bataille de tous les pays africains. Et une fois de plus, on avance masqué, on avance très divisé. Les dirigeants de la SADC, c'est la SADC des histoires là, qui pensent que les problèmes de l'Afrique centrale ne les concernent pas. Ceux de l'Afrique du Nord pensent que les problèmes de l'Afrique de l'Est ne les concernent pas. L'Afrique de l'Ouest. Donc alors que, une fois de plus, je ne cesse pas de le dire, nous avons affaire à des défis globaux. Il faut que les Africains apprennent à parler d'une même voix et dégagent une stratégie qui va combler la faiblesse qui provient de ce qu'on pourrait appeler la trop grande diversité des Afriques. Et encore que cette diversité-là n'est pas vraie sur le plan historique. Historiquement, il y a une Afrique, il n'y en a pas 1000. Mais comment on appelle ça,
les conséquences de la colonisation et de l'esclavage ont fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs Afriques. Mais, on n'est pas l'africaniste quand dans cette pluralité des Afriques, on dégage l'Afrique. L'Afrique. Et c'est possible d'être fait, il faut faire ça. Le l'africanisme doit penser à ça. Tant qu'on ne fera pas ça, on sera dans des difficultés comme ça. Mais bon, ça n'empêche pas de dire que nous savons qu'au sein de l'AES, la réflexion et même des processus de démantèlement du franc CFA sont avancés. La réflexion, même le processus concret est très avancé. Donc nous sommes au courant de ça, mais tant que ce n'est pas encore acté, vous avez raison de soulever ce type de questions. Monsieur le Président, comme vous l'avez si bien expliqué, il faut que l'Afrique parle d'une même voix. La question qu'on voudrait vous poser est de savoir, est-ce que c'est pour ça que les résultats économiques des pays de l'AES ne sont pas à la hauteur des promesses? Oui, dans une certaine mesure. Oui, dans une certaine mesure. Parce que il faut rappeler aux Africains que quand on dit globalisation, quand on dit mondialisation, ce n'est pas un vain mot. Hein. Au-delà des manifestations culturelles de la globalisation, et même technologiques à travers, comme on appelait les autoroutes de la communication, qui ont réduit la distance pratiquement à néant et nous ont tous interconnectés dans le monde. Au-delà, il y a la réalité de l'intégration économique mondiale. C'est-à-dire que, en réalité, aujourd'hui, sur le plan économique, il n'y a pas un pays qui ne soit pas intégré à un autre. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, le monde est dans votre pays économiquement parlant et vous êtes dans le monde. C'est ça la globalisation. Et ça la mondialisation économique qui est lui-même le résultat de tous les processus que le capitalisme occidental a impulsé dans le monde, n'est-ce pas, et qui aboutit justement à cette puissante intégration des économies. Cette réflexion, cette situation, pardon, n'est pas suffisamment prise en charge par les panafricanistes, mais surtout par l'opinion africaine. C'est-à-dire, quand on parle d'un pays, on ne voit pas les contraintes liées à l'intégration économique du monde, au fait que l'économie mondiale l'économie du monde sont. D'ailleurs, c'est pour ça que les mondialistes veulent un gouvernement mondial à leur avantage, selon leur pensée et leur projet. Mais le fait de rejeter ça, parce que c'est un projet diabolique, il faut le rejeter, leur va vous amener à ne pas perdre de vue la réalité du fait que les économies sont connectées, sont intégrées. Donc il faut une réflexion. La réflexion économique du domaine, n'est valable que si elle est à la hauteur de cette intégration, de la globalisation. Le défi, c'est de faire que maintenant la globalisation soit internalisée, n'est-ce pas, dans chaque contexte national. C'est ça le défi. Alors, de ce point de vue, on peut quelque part dire que ce que vous appelez les performances économiques, je le relativise, de l'AES, on ne peut pas apprécier ça sans tenir compte de l'impact de la globalisation, de l'impact de cette réalité-là. De ce point de vue, cette globalisation a sa part de responsabilité. C'est un fait. Parce que quoi qu'on dise, le franc CFA est encore là. On ne fixe pas les prix de la matière première jusqu'à présent. Par contre, tout ce que nous importons, les prix sont fixés par ceux qui nous les vendent. C'est l'iniquité des termes de l'échange avec tout ce que cela implique. Nous sommes des États non industrialisés dans un monde où la plupart des biens sont des biens finis, donc produits par l'industrie. Si nous achetons ça alors que nous ne produisons pas, nous ne sommes pas en capacité de fixer les prix, ça nous crée des déficits dans nos balances commerciales et ça nous conduit à la dette au FMI. Tout ça est consort. Ce sont des contraintes qu'on peut pas, qui sont des contraintes réelles. Il ne s'agit pas de dédouaner maintenant. Quand on a dit ça, il ne faut pas dédouaner nos pays de l'AES. On ne va pas nous flatter nous-mêmes, ça ne nous aide pas. Dans le monde, il n'y a pas ça. Il y a une faiblesse de la réflexion économique encore au niveau du panafricanisme. Il y a une faiblesse. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles l'AES a émergé ne lui ont pas permis de réfléchir profondément à l'économie. Parce que les États étaient morts. Les pays disparaissaient sous les coups des terroristes. Et on était en pleine recolonisation de ces pays-là. Donc dans ce cadre-là, on va juger l'AES économiquement après.
l'important était d'empêcher la recolonisation, d'empêcher la disparition de ces pays-là, c'est fait. Et cette prouesse-là, on ne peut pas l'évaluer. Hein. Maintenant, on est dans une deuxième phase qui fait que, bon, à un moment donné, on ne pourra plus dire aux populations tous les jours, la France. À un moment donné, il faut produire des résultats économiques. On vous attend sur le réel. Tout à fait. Il est donc temps que la question économique soit sérieusement adressée par l'intelligence de l'AES. Il faut ça maintenant. Il faut réfléchir à ça. Et voilà, il faut prendre ça en charge. Donc, il faut remettre les populations au travail, dynamiser l'agriculture, etc. Réfléchir à une nouvelle organisation des échanges à partir du moment où on a quitté la CEDEAO, avec tout ce que cela comporte. Il faut réfléchir sur la question des balances commerciales, de nos partenariats économiques et commerciaux. Il faut réfléchir à tout ça. Et il faut le faire très rapidement parce que les populations commencent à s'impatienter. D'accord, merci Monsieur le Président. Je crois que ça va dans la droite ligne de ce que vous avez dit tout à l'heure, que une chose est de gagner la bataille de l'opinion, et l'autre chose est de penser la gouvernance. Vous avez parlé du panafricanisme du gouvernement. Oui, bon, penser la gouvernance, oui. Dans ce mot-là, la gouvernance serait une invention endogène. Pas reprendre les bêtises du FMI et de la Banque mondiale. Voilà, dans ce cas, oui. Il faut répondre aux besoins des gens. L'opinion, c'est une chose, mais elle ne dure pas si ceux qui vous soutiennent ont faim. On ne voit pas de perspective économique, s'ils n'ont pas de l'électricité, s'ils n'ont pas l'eau, s'ils ne peuvent pas accéder aux biens de base. Ces opinions vont se lasser. Et tout peut entrer dans leur tête. C'est un grand défi que l'AS doit affronter en connaissant de cause. C'est là qu'il s'agit. D'accord, Monsieur le Président. Bon, nous allons embrayer toujours avec la question de l'AES. Nous avons la préoccupation de M. Traoré. Il dit, Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas trop complaisant avec les pays de l'AES au regard de leur alliance avec le Maroc, qui fricote, elle, avec la France, l'Union européenne et l'OTAN? C'est une très belle question, c'est une grande question. Vous savez, il est facile d'interpeller un gouvernement, il est facile de le critiquer, que de considérer les contraintes qui pèsent sur un gouvernement quand il faut élaborer des solutions, mettre en œuvre des dynamiques qui visent à répondre, à relever les défis, c'est pas économiques, stratégiques qui s'opposent à un pays. Les deux temps ne sont pas les mêmes. Les deux temps ne sont pas les mêmes. Dans le cadre de la géopolitique régionale ou sous-régionale, dans le cadre du Sahel, ce qui est passé avec la CEDEAO, on n'a pas laissé le choix. Au Mali, au Burkina et au Niger. On n'a pas laissé le choix. La CEDEAO, manipulée par le vaurien de l'Élysée, voulait faire disparaître ces régimes-là. Et par là, rétablir la colonisation militaire qui était pratiquement réussie avant l'avènement, n'est-ce pas, des révolutions qui ont prévalu dans ces pays-là. Vous vous rappelez que la Balkan c'était une cité coloniale, militaro-coloniale qui était installée. C'était une honte pour l'Afrique, On va pas revenir dessus. Donc, la France a voulu utiliser la CEDEAO pour reprendre le contrôle de la situation. Donc, les pays, ils ont dû quitter la CEDEAO rapidement pour leur survie, avec tout ce que cela comporte. Et ces pays ont pris des sanctions draconiennes contre les États de l'AES. Des sanctions draconiennes qui visaient à les asphyxier économiquement. Il faut rappeler ça. Donc, il y a un Camerounais qui avait dit, c'est un ministre camerounais, que quand tu es dans un puits et qu'une corde surgit devant toi, même si c'est un serpent qui a mis cela, tu sois d'abord, on va le bagarrer avec le serpent. Donc, c'est ce qui se passe avec cette affaire du Maroc. Les nouvelles relations entre les États de l'AES et le Maroc sont la conséquence directe de la volonté de destruction de ces États
par l'impérialisme français manipulant la CEDEAO. Donc on peut dire c'est sous l'urgence. C'est sous l'urgence et la nécessité de la survie que cette alliance rationnelle s'est imposée au total de l'ARS. De ce point de vue, avait-il le choix? Avait-il le choix? Il faut être à la place des gens. Il faut te mettre à leur place pour comprendre s'ils avaient le choix. Nous, on pense qu'ils n'avaient pas le choix. Maintenant, il faut rapidement que, à l'intérieur des pays de l'AES, les élites gouvernantes prennent la mesure de ce que veut dire s'allier avec le Maroc et le maintien de la perspective panafricaniste telle qu'ils l'ont dessinée dans le cadre de leur arrivée au pouvoir et de l'avènement de l'AES. C'est cette dialectique qu'il faudra gérer. Donc, la question de notre ami Traoré prend toute son importance à ce moment-là. Parce que le Maroc, c'est le Maroc. On connaît que le Maroc. Le Maroc, c'est pas un pays avec lequel des panafricanistes sérieux peuvent faire des alliances stratégiques au sens profond, au sens fondamental du mot. Parce que le Maroc, c'est un cheval de Troie de l'OTAN. Voilà, un cheval de Troie de l'OTAN. Alors, donc, le rapprochement avec le Maroc peut conduire à des dérives stratégiques qui peuvent dénaturer les orientations fondamentales des pays de l'AES. Il revient donc aux élites de gouvernants de l'AES de se donner les moyens d'empêcher ça. Ça passe par la capacité à bien gérer les contradictions qui travaillent les pays de l'AES. Et là, c'est important de le dire. Hein. Très important. Contradiction entre les démocrates pro-occidentales, d'une part, et les panafricanistes, d'autre part. Sous contradiction entre les panafricanistes de circonstances, c'est-à-dire qu'ils revêtent le manteau du panafricanisme sans être des panafricanistes, parce que ça sert, c'est bien, en termes de communication stratégique et de mobilisation de l'opinion, c'est bien. Donc on se sert de ça, mais en réalité on n'est pas un panafricaniste, et qu'on ne serait pas gêné qu'à la fin, tous ceux qui veulent une réconciliation avec l'Occident prennent le dessus sur les révolutionnaires panafricanistes. Donc le tiraillement là, que personne ne vous demande, ça travaille tous les pays de l'AES, ça travaille au Burkina, ça travaille le Mali, ça travaille le Niger. Il faut dire ça, le dire ce n'est pas... C'est même bien de dire ça. Pourtant je salue la question de Traoré. Le dire ce n'est pas... Au contraire, c'est important. C'est en exposant les contradictions qu'on peut mieux les affronter. Et moi, je vais vous dire, le conflit qu'il y a eu au Mali entre Choguel Maïga et d'autres éléments du régime était l'expression de cette contradiction-là. Donc, il faut que les élites gouvernantes de ce pays sachent comment ils vont gérer. Parce que là, quand vous allez au Maroc, il y a une contrepartie géopolitique, il y a une contrepartie stratégique, il faudra gérer ça. Laquelle, président? C'est ce que je suis en train de vous dire. Le Maroc, lui, c'est un cheval de Troie de l'OTAN. C'est que la déstabilisation est à côté. Non, c'est que ça peut cacher une infiltration occidentale qui va devenir sur des modalités nouvelles par le commerce, les offres financières, les offres en matière de débouchés, de nouvelles perspectives commerciales, etc. C'est comme ça qu'on infiltre un pays. Hein. Comme infiltrer un pays, c'est comme ça que l'Occident fait pour infiltrer un pays. C'est d'abord par les affaires. Quand on fait les affaires, on crée une élite bâtie sur des intérêts matériels clairs. Donc, après, c'est très facile de les faire basculer politiquement. Donc, il y a ce travail-là, il y a ça. Donc, c'est une dialectique difficile qu'il faut savoir gérer. Mais si on a le pouvoir, on est obligé de gérer ça. Donc, c'est une dialectique qu'il va falloir gérer, à savoir la nécessité de trouver les débouchés pour le Mali, qui est un pays enclavé. Là, il y a enclavé, ce sont des pays enclavés. Il faut trouver des débouchés. Il faut diversifier les partenariats économiques dans l'urgence. C'est pas pour répondre aux besoins des populations, mais en même temps, il faut être capable de digérer cette diversification, n'est-ce pas, pour ne pas être infiltré. Bon, c'est ça qui se traduit par tout ce qu'on voit là, hein, quand par exemple au Mali, on décide de dissoudre les partis politiques pour reconduire tacitement, prolonger la transition. C'est pas pour rien.
Et les gens réagissent pour marcher, etc. Pas pour rien. Même au Niger, chez Tchad, il y a ces bruits-là, c'est pas dans la relation avec la Turquie, la Russie, etc. Et effectivement, c'était même la préoccupation de M. Ibrahim lorsqu'il parlait de cette manifestation que les Maliens ont eue lorsque la population est sortie pour protester contre le projet du régime de dissoudre les partis politiques et de prolonger le mandat de 5 ans. Voilà, donc vous avez dit, les démocrates font pression. Les démocrates sont des pions conscients ou inconscients de l'Occident. Ils font pression. Ils veulent la liberté, ils veulent parler, ils veulent aller aux élections, ils veulent la démocratie. Donc, il y a ce tiraillement-là, il faut faire attention. Parce que le Maroc, lui, il est tranquille. Hein. Il est tranquille. Là-bas, le roi, c'est Dieu. Au Maroc, le roi est Dieu. Donc, il est le patron de la vie ou de la mort des Marocains. Donc, il peut décider quel Marocain va aller au ciel ou en enfer. Mais est-ce que les Maliens, c'est pas ça? Vous avez les démocrates qui sont là, qui font les histoires au Burkina Faso, tous ces gens-là. Il y a cette contradiction entre les classes sociales dans ces pays-là, les classes d'élite, qui souvent ne sont même pas conscients des vrais enjeux du pays. C'est ça. Donc ils sont tous campés sur leurs intérêts matériels immédiats et qui sont dans la capacité de se projeter et de se lever pour réconcilier leurs intérêts personnels avec l'intérêt du pays. Il va falloir gérer tout ça. Donc, est-ce que chaque pays de l'AES et les 3 pays dans l'ensemble qui font de l'AES, est-ce que ils ont les ressources nécessaires au niveau politique et stratégique pour gérer tout ça? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Merci, Président. Merci pour cet éclairage. Mais ils ont toujours notre soutien. Hein. J'ai fait une analyse objective, mais c'est le plan subjectif. Ils ont notre soutien total et notre parapluie géospirituel que nous ne devons pas cesser de brandir, à savoir que bon, nous on verra qui va déstabiliser un seul pays de l'AES est toujours valable. Nous avons une préoccupation de M. Jean Fian qui dit: Monsieur le Président Bandakani, vous dites avoir travaillé pour faire exister la confédération de l'AES et vous le concèdez. Et je vous le concède. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil en Afrique centrale et envoyer perdre le vieux président Paul Biya. Bon, je salue, c'est M. Fian, c'est ça, Jean Fian. Je salue pour. Très belle question. Mais souvent on pose une question alors que la réponse est déjà là. Hein. Comment ça, Président? Parce qu'on n'est pas assez attentif sur ses propres demandes. L'Afrique centrale bouge. Lorsque le président Bandakani s'implique de manière avant-gardiste, alors un profond avant-gardisme au Tchad, et qu'après les faits donnent raison, c'est quoi? Beaucoup ne savent pas les dynamiques internes qui traversent le Tchad aujourd'hui. Lorsque j'avais pris des positions au Tchad, j'ai payé le prix, et après les faits nous ont donné raison. Mais le meilleur cadeau qui est passé inaperçu, c'est que même Succès Mara, lui-même, est venu encore se réconcilier avec Mahamat après. Si. Hein? Lui-même est venu. Bon, ça passe comme ça. Mais ce sont des dynamiques qui trahissent politique, qui sont le reflet d'un profond changement tectonique qui travaille le pays. Moi, je suis au courant de beaucoup de dynamiques qui sont en préparation au Tchad et qui vont dans le sens de la conquête de la souveraineté du pays, de la volonté de faire décoller le pays. Mais bon, n'allons pas vite, les gens vont voir. Alors, lorsque nous avons pris tout ce qu'on a fait pour la Centrafrique, c'était pourquoi? C'est quoi? C'est pour le panafricanisme? Mais alors, on le fait pourquoi? C'est pour faire bouger l'Afrique centrale, et ça bouge. Alors, je vous ai parlé, on parlait du Gabon. Si le président gabonais veut jouer au nouveau Bongo Père, on voit bien qu'il va être en conflit avec une grande partie de ta population qui a ovationné les dirigeants de l'AES. Mais ça tombe du ciel, c'est ce travail. Voilà. Au Cameroun, puisqu'on vient au Cameroun, les gens croient au Cameroun les gens pensent que pour qu'on sente que le Cameroun avance au niveau du combat panafricaniste, il faut qu'il y ait la même chose qu'il y a eu à l'AES. C'est-à-dire un coup d'État avec pas un coup d'État. Bon. Ça, c'est une avancée
C'est une avancée majeure. Parce que pour prendre le pouvoir, il faut d'abord imposer les thèmes dominants au niveau du débat politique. Nous avons gagné cette bataille-là au Cameroun aujourd'hui. D'ailleurs, sans le panafricanisme, l'anti-biaïsme aurait détruit le Cameroun depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Ce sont les panafricanistes qui ont renversé cette tendance-là et ont remis au cœur du débat politique les vrais débats. Deuxième chose, mais je répète toujours à ces gens-là, et envoyer paître le vieux président Paul Biya. Mon objectif, ce n'est pas de l'envoyer Paul Biya à la retraite. Un panafricaniste ne raisonne pas comme ça. Mon objectif, c'est de changer le Cameroun, de parachever l'œuvre des prédécesseurs, le Oumniobel, le Wandje et consorts. Voilà mon objectif. Si le président Biya n'est plus là et que ça continue, j'aurais échoué, mon cher Fian. Voilà le rêve que tu fais. Le président Biya peut partir, mais on nous le colonise. On peut aussi le faire partir et on se libère. De ce point de vue, donc, on ne peut pas dire que l'objectif, c'est de faire partir Paul Biya. Ça n'a pas de sens. Et quand vous suivez quelqu'un, il faut suivre ce que je suis en train de dire. Je suis clair par rapport à ça. Je ne fais pas ce genre d'erreur, là, je ne suis pas un débutant en politique. Je ne fais pas ce genre d'erreur. Donc, le débat, il est clair. Aujourd'hui, j'ai déjà dit plusieurs fois, et je le répète encore ce soir, qui a dit aux gens que les panafricanistes au Cameroun, les vrais panafricanistes, pas les n'importe qui se lèvent là, sont hors jeu? Qui a dit que nous sommes hors jeu? Parce qu'on n'est pas candidat à l'élection présidentielle. On verra donc si toutes ces candidatures à l'élection présidentielle vont aboutir à quelque chose de substantiel au Cameroun. On verra. On verra, vous ne perdez rien à attendre. Nous ne sommes pas hors jeu. Nous sommes au point culminant de notre stratégie. Nous sommes au point culminant de notre stratégie. Notre stratégie panafricaniste. Nous sommes au point culminant. Et la non-candidature, pour nous, n'est pas un événement en termes de stratégie. C'est un événement pour ceux qui font semblant d'être panafricanistes, qui sont incohérents dans cette démarche-là, et qui, dès qu'il y a un moyen de situation, ils perdent tous les repères panafricanistes et nous ramènent dans la politique néocoloniale française. C'est pas une candidature à l'élection présidentielle. Le plus important, c'est de prendre le pouvoir. C'est pas le candidat à l'élection présidentielle, c'est de prendre le pouvoir. Combien de fois les gens sont candidats à prendre le pouvoir? Le plus important, c'est pas ça. Donc ça, c'est un peu les histoires des enfants. Je suis désolé de dire ça, mon cher Fian. C'est de l'émotion. Tu entends les gens au Cameroun, on dit élection présidentielle, oui, tel est candidat, tel a fait des élus, tel a fait ceci, machin et consort. Et comme souvent, et c'est là où on voit la légèreté de certains panafricanistes, comme souvent vous n'avez pas des repères forts, structurants qui vous permettent d'analyser les événements au-delà des apparences, vous entrez dans la mode du moment. Vous voyez? Vous entrez dans la mode du moment. Vous commencez à vouloir parler comme les autres. Non, non, non. Nous sommes solides. Le président Balakani, je suis solide politiquement, très solide. Je ne suis pas impressionné et bousculé par les phénomènes de mode électoraux. Non, 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 non. Je répète encore, le LMP n'est pas hors jeu. Le LMP n'est pas hors jeu. Au contraire. Au contraire. Mais sauf que nous sommes dans une dynamique stratégique qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est tout. Le LMP est loin d'être hors jeu. Loin d'être hors jeu. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez bien martelé, le NMP n'est pas hors jeu. Au contraire. Je dis bien au contraire. D'accord, Monsieur le Président. Et lui-même, il a bien fait de rappeler que c'est vous qui avez fait exister l'AES. Parce que dans ses propos, vous dites avoir travaillé pour faire exister l'AES. Je vous le concède. Maintenant, est-ce que dans ces pays sont passés par les pas des voies démocratiques? Pas du tout. C'est ça, il faut que les gens soient cohérents. Merci de rappeler ça. Cohérent. Donc, c'est ça que je dis qu'on bouscule trop facilement certains panafricanistes. Parce qu'ils pensent qu'être panafricaniste, c'est suivre tel. Qu'être panafricaniste, c'est soutenir Assimi Goïta. Non, ce n'est pas ça être panafricaniste. Non. Parce qu'avant que les Goïta n'arrivent au pouvoir, les Traoré et consorts, il y avait le panafricanisme. Être un panafricaniste, c'est bien connaître l'histoire du panafricanisme, ses tenants et ses aboutissants, au niveau idéologique, au niveau stratégique, au niveau géopolitique, au niveau spirituel, à tous les niveaux. Et vous êtes solide. Vous n'êtes pas bousculé par des avaries d'un petit cheminement, d'un moment. Donc nous, on est tranquille, on est serein.
Moi, je suis très serein. Nous, on est très serein. Ça se voit, monsieur. Nous sommes très sereins pour ce qui va se passer au Cameroun. Très sereins. Mais ils n'ont qu'à se souvenir que... Mais, ils pensent que l'avant-gardisme et le sens de la vision qui nous a caractérisés dans la situation dans d'autres pays serait au Cameroun, c'est faux. C'est faux. S'ils ont cru à ce qu'on a fait, ils ont vu les résultats, qu'ils nous fassent confiance par rapport à ce que nous préconisons pour notre pays. Nous sommes très sereins. Nous sommes très sereins. Merci, Monsieur le Président. Nous allons comme ça continuer avec cette préoccupation de Monsieur Hirondelle. Il dit, Monsieur le Président... Hirondelle, c'est le nom de quelqu'un. Hein? Si. Ok. Monsieur le Président... C'est un code. On doit voir. Je suis tellement impressionné par la beauté entre guillemets du nom. Oui. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il va atterrir avec sa question parce que l'hirondelle, elle vole. Monsieur le Président Bandakani ment comme un arracheur de danse USTV et personne ne le regarde. Il dit que les juges ont avoué avoir éliminé Fillon sur ordre du pouvoir. Il dit que le candidat qui a gagné l'élection présidentielle annulée en Roumanie a été réhabilité. Pourquoi cet homme politique qui déteste la France prend pour exemple la France? Il dit M. Bandakani était un distributeur de fake news. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette... Bon, mon cher Hirondelle, avec ton nom assez spécial là, Hirondelle Boré, c'est ça? Si, président. Mon cher Hirondelle, ton raisonnement pêche et s'écroule vers la fin, parce que tu m'attribues une détestation de la France. Ça montre déjà que Hirondelle, là, tu dois être un agent de la France qui est là pour discréditer le président Bandakani par tous les moyens. Parce que d'abord, si tu me traites de menteur, je mentirais comme un arracheur de dents. Mais toi, tu fais pire en me qualifiant de quelqu'un qui hait la France. Comment tu sais que je hais la France? Est-ce qu'on hait la France parce qu'on combat le colonialisme français? Est-ce qu'on hait la France parce qu'on dénonce l'impérialisme français? C'est ça la haine de la France? Si c'est la haine de la France, c'est toi qui as un problème. C'est-à-dire que tu as un problème sérieux et ta place n'est pas là parce que tu vas te suicider. Parce que tu considères que la dénonciation de l'impérialisme français, la dénonciation des crimes français en Afrique, le refus d'accepter le projet français à l'égard des Africains, c'est de la haine, je te conseille qu'il la passe parce que tu en auras encore pire que ça. Parce que nous allons seulement monter en puissance. S'il faut encore même monter en puissance contre la France, on va encore monter en puissance. Tu penses que je venais te dire que je n'hais pas la France? Je n'ai pas le temps à perdre. Considère que je hais la France. Parce que dire que je n'hais pas la France devant toi, c'est comme si je joue ton jeu, non. Alors de ce point de vue, ton raisonnement est inconsistant. Parce qu'il est fondé sur une variable qui n'a rien à voir avec une véritable raison, une analyse. Tu fais comme ton président Macron. C'est-à-dire qu'il a réduit le panafricanisme à l'anti-francisme. Les panafricanistes sont les anti-français. C'est-à-dire que c'est manquer d'intelligence que d'affirmer des choses comme ça. Maintenant, sur les questions précises, donc, qui ferait de moi quelqu'un qui ment comme un arracheur de dents, l'élimination de Fillon, ça veut dire que ce monsieur n'est pas informé. C'est le parquet financier qui a éliminé Fillon en France. Les juges qui opèrent, qui travaillent dans ce parquet ont fait des témoignages. Il n'est pas informé, c'est tout. Qu'il a été renseigné. C'est pas la première fois que les Français sont très informés sur leur pays. Parce qu'ils vivent dans une bulle mensongère. Donc il veut qu'on me recadre alors que je dis la vérité. La journaliste qui a animé le débat FC8, elle sait que je dis la vérité. Donc s'il veut qu'on vienne avec les éléments qui démontrent qu'effectivement ce que je dis est vrai, on va le faire, on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Vous revenez avec des tomes là. Vous venez avec les éléments factuels. Monsieur Fillon a été éliminé injustement lors de l'élection présidentielle parce qu'il battait Macron. Il tapait Macron. Donc on l'a écarté par des voies injustes, avec une justice truquée. Alors, pourquoi il est le dernier à savoir que la justice est truquée en France. La justice française, c'est une justice truquée. Voilà. L'état de droit, de manière conceptuelle, de manière même dans ses fondements, l'état de droit, c'est un état de droit truqué.
Oui, est-ce que nous avons fait des émissions, on a démontré ça? Si, président. Donc, M. Fillon, les juges ont témoigné, les éléments sont là. Maintenant, le cas roumain, je n'ai jamais dit que le président qu'on a disqualifié a été réhabilité. J'ai dit que c'est un juge, le journal, qui l'a réhabilité dans le sens où il a, même avant lui, toutes les enquêtes qui ont été faites ont démontré que l'accusation du pro-russe, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Deuxièmement, il y a un juge là qui a pris une décision vraiment disant que tout ce pourquoi on l'a accusé était faux et qu'il faut que... Mais je n'ai pas dit que la justice roumaine l'a réhabilité, je n'ai jamais dit ça. Donc il ne faut pas qu'il m'attribue ces fantasmes, parce que si comme tu estimes que je suis un anti-français, je déteste la France, donc forcément tu fantasmes sur cette haine-là, et ça te rend moins lucide quand tu analyses les dieux du président Bandakani. Mais bon, en toute amitié, hein, Okay. toute amitié, et revient toujours parce qu'on ne va jamais te censurer. Merci, Président. Président Bandakani, lors de l'émission sur l'analyse de la stratégie de Lando Colonna portant sur le cadre électoral, où vous avez intervenu, il suivait une préoccupation de M. Charles Priso. Oui. Il dit, si vous me permettez, j'aime bien le président Bandakani, mais ce qui m'a désarçonné depuis 2018, c'est l'appartenance de son mouvement, le NNP, à la majorité présidentielle de Paul Biya, qui a monarchisé le pouvoir politique au Cameroun depuis 43 ans. Et le président Bandakani est d'accord avec le monarque camerounais. Est-ce que cette situation est compatible avec le panafricanisme? Très belle question de mon ami Charles Priso. Voilà une question argumentée. Elle est argumentée. Quand toi-même tu entends déjà les questions là, tu es content parce que il a pris le temps de s'argumenter. Ce n'est pas dans les injures et les calomnies primaires, telles que mon ami Hirondelle Boré semble s'y complaire. Alors, d'abord, première chose que je vais corriger, le NMP n'appartient pas à la majorité présidentielle. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois dans les émissions. Mon ami Priso, soutenir le président Biya au Cameroun ne fait pas de vous un membre de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle au Cameroun est organisée d'une manière claire politiquement. Si vous estimez que moi je suis dans la majorité présidentielle, vous allez classer l'UNDP où? Vous allez classer le FSNNC du président Turoma, Brice Turoma. Vous allez classer où? C'est-à-dire que je n'ai jamais été de la majorité présidentielle. Les soutiens que j'ai apportés au président Biya se sont faits dans un cadre clair. Il n'y avait aucune alliance. Une alliance veut dire qu'il y a un accord entre vous, formel ou informel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut qu'il y ait un accord formel ou informel. Alors, mon cher Priso, renseignez-vous. Il n'y a jamais eu un accord formel ou informel entre le NMP et le RDPC, ou bien les mandataires du président Biya, le président Biya, qui viserait à créer les conditions qui pourraient amener à dire que le NMP est membre de la majorité présidentielle, ou bien a une alliance avec le président Biya ou le RDPC. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et ce n'est pas le fait du hasard, mon cher ami. Ça doit t'amener à comprendre que le président Bandakani, je suis très visionnaire. Pour la première fois, quelqu'un soutient quelqu'un deux fois. En apportant un soutien décisif, important, sans rien demander, sans qu'il y ait des alliances, sans qu'il y ait des contreparties. La vraie question que vous devez vous poser, c'est celle-là. Et si déjà vous comprenez ça, vous serez mieux éclairé quant à notre démarche. Donc, le NMP n'est pas membre de la majorité présidentielle. Jamais. Quand l'élection présidentielle est passée, quelques mois après, nous avons démissionné officiellement du G20. Nous avons démissionné du G20, estimant que le travail était fini et que nous ne voulions pas être confondus avec l'ensemble des partis qui ont fait le G20 et qui sont restés dans le G20. Et qui viennent encore de relancer ce mouvement en termes de soutien au président. Alors, nous, on a dit depuis le dernier congrès que nous ne sommes plus dans une dynamique de soutien au président.
Mais président, la question que vous voulez poser, ils viennent de relancer. Est-ce qu'ils ne vous ont pas approché dans le cadre, comme en 2018, est-ce qu'ils ne viennent pas de vous approcher? Ou alors il n'y a pas eu de propositions? Je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Et ça se serait, comme on dit, su. Puisque ceux qui nous auraient approchés n'auraient pas hésité à le faire savoir comme ils le font souvent. Donc le débat n'est pas à ce niveau parce que le pouvoir, ils nous connaissent très bien. Ils ont bien écouté le congrès qu'on a fait en août. Ils nous connaissent très bien. Ce congrès était en mondovision. Les résolutions étaient lues en mondovision. Nous avons dit pour une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Je répète encore, mon cher Priso, si nous considérions que le président Biya était la solution, nous n'aurons pas demandé une action exceptionnelle cette fois-ci. Pourquoi on ne l'a pas fait en 2018? Pourquoi on le fait? Donc les choses sont claires. Nous n'avons jamais été de la majorité présidentielle. C'est parce que vous avez une conception simpliste de la politique que vous ne comprenez pas qu'un patriote doit soutenir celui qui est là. Élection municipale et législative, que le RDPC nous renvoie la balle, non? Mais comment on fait pour que les gens comprennent ça? Ça n'a pas été le cas. Nous n'avons rien demandé. Le NMP ne traite pas avec le RDPC, mon cher ami Priso. Il faut que tu comprennes ça. Nous ne traitons pas avec le RDPC. Une fois l'alliance, une fois le soutien terminé, nous on rentre chez nous, on continue à faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que le soutien pour nous n'est qu'une démarche tactique, n'est qu'une démarche stratégique, n'est qu'une action patriotique pour sauver notre pays. C'est ça qu'il s'agit. Donc, donc, je ne suis pas membre de la majorité présidentielle, mon cher Priso. Soutenir le président ne veut pas dire qu'on est membre de la majorité présidentielle. En politique, quand on dit majorité présidentielle, c'est un mot lourd, ça veut dire quelque chose. Hein. Quand on dit majorité présidentielle, on dit majorité présidentielle, majorité. Quand vous dites majorité présidentielle, ça veut dire que vous travaillez, pendant que le président gouverne, vous travaillez avec lui. Vous accompagnez au quotidien son action. Parce que vous êtes la majorité présidentielle. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Hein? Le RDPC et le président ont tellement de moyens de travailler sans nous qu'ils le démontrent très bien depuis que le président a été réélu à la faveur de l'élection de 2018. Donc il n'y a pas ça. Partout quand on dit majorité présidentielle, ce n'est pas seulement une majorité électorale, non. Ça veut dire qu'une fois l'élection passée, vous travaillez ensemble. Voilà. Donc, dans le cas d'espèce, le G20 a été récompensé, M. ministre Momo est ministre, Bapor Duport a été, il a un poste, je crois qu'il est PCA de la Société de recouvrement du Cameroun, etc. D'autres ont été, donc, et travaillent au quotidien, dans le cadre justement de la majorité présidentielle, ce n'est pas le cas, le NMP n'est pas dans ça, c'est pas des offres, les offres que nous ont faites ne nous ont jamais intéressés, c'est pas, parce que ça n'a jamais été notre but. Et ceux qui étaient au congrès du NMP, on veut un haut représentant du RDPC venir dire à Mondovision qu'un ensemble de choses par rapport aux offres. Si. Bon, donc moi, il n'y a pas de débat de venir là, ce n'est pas notre préoccupation, ce n'est pas notre démarche. Apprenez qu'on peut faire la politique autrement. Et le NMP fait la politique autrement. Habituez-vous à ça. Alors, est-ce que c'est Paul Biya monarchisé le pouvoir politique au Cameroun depuis 43 ans? Et est-ce que cette situation est incompatible avec le panafricanisme? Est-ce que le président Balakani est d'accord avec le monarque camerounais? Bon, d'accord, ça veut dire quoi? Ceux qui sont d'accord avec le président camerounais sont au RDPC. Ceux qui sont d'accord avec le président Paul Biya. Parce qu'on parle de politique, hein? On ne parle pas des histoires du quartier. Ceux qui sont d'accord avec lui sont au RDPC. Donc à partir du moment où on n'est pas au RDPC, la relation qu'on a avec le président est différente, politiquement parlant. Vous croyez que Bele Bouba a une alliance avec le président et avec le RDPC. Mais est-ce qu'il est du RDPC? Il n'est pas du RDPC. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne faites pas la politique, vous faites autre chose. Pareil pour le ministre Chiroma et d'autres. Donc l'ANDP pareil. Ce sont des forces politiques. Quand on connaît l'histoire du pays, ce sont des forces politiques qui ont travaillé avec le président Aïdjo, qui sont aïdjoïstes même, d'autres, mais partagent le pouvoir avec le président Biya et revendiquent, partagent, comment on appelle ça, une filiation politique tout en se distinguant.
Comment ça? Ils sont tous des enfants d'Aïdjo. Mais eux, ils se distinguent. Et que nous, l'UNDP, l'ANDP, etc., nous n'entrons pas au RDPC. Parce que nous revendiquons un héritage historique et politique qui font que nous, on ne peut pas entrer au RDPC. Dans le cadre de la géopolitique interne au Cameroun. Si quelqu'un fait une analyse politique et dit que Bolo Boubaye du RDPC, c'est un malade mental. C'est un malade mental. Donc, le LMP n'est pas d'accord avec le président Biya. Non, on n'est pas d'accord. L'idéologie du président Biya, c'est le libéralisme communautaire jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas notre idéologie. On serait au RDPC. Donc, une compatibilité. Oui, on n'a pas de... Non, pas compatibilité. Nous avons soutenu le président Biya parce que le pays était menacé et parce que sur certaines de ses orientations stratégiques, on se retrouve. Mais ça ne veut pas dire qu'on partage la même idéologie politique, sauf si on ne sait pas de quoi on parle. Ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est compatible avec le panafricanisme? Oui, mon cher. Sauf si tu ne connais pas ce que c'est, mon ami président. Le panafricanisme se situe très au-dessus de vos catégories politiques telles que vous les avez consommées. Vous vous rangez dans des idéologies et des démarcations politiques telles que formulées par les colons et leurs héritiers et leurs défenseurs. Un panafricaniste fonde sa démarche sur le fait que l'Afrique n'est pas libre, l'Afrique est sous le contrôle impérialiste depuis des millénaires, c'est au-delà des régimes politiques, etc. Donc, ce qui fonde la démarche d'un homme politique panafricaniste digne de son nom, c'est de prendre en compte tous les actes qui concourent à libérer le continent. Quand les panafricanistes sont au pouvoir, ils appliquent une politique panafricaniste. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils peuvent faire des alliances. Et quand on fait une alliance, ça veut dire que c'est un compromis. Tu laisses un peu. Tu ne viens pas avec tout ce que tu as. Tu laisses un peu parce que tu n'es pas au pouvoir. Tu fais un compromis. Quand les panafricanistes ne sont même pas en situation de faire un compromis politique, ils regardent parmi les forces politiques qui sont dans leur pays, ils voient à qui est-ce qu'ils peuvent apporter leur soutien. Aussi simple que ça. Donc, il est compatible, mon cher ami, c'est du panafricanisme que de dire que quand j'observe la scène politique camerounaise au NMP, il n'y a pas mieux que le président Biya dans la scène politique actuelle. S'il faut soutenir, il n'y a que lui. Parce que les autres sont des anti-panafricanistes primaires. Moi, vous connaissez la scène camerounaise. Dites-moi parmi les opposants qui est panafricaniste. Ils ne s'engagent même pas. Si les plateaux nous agressent, ils nous disent que le combat, ça ne les engage même pas. Tous sont des anti-panafricanistes primaires. C'est le contraire du président Paul Biya. Au DPC, il y a les panafricanistes, il y a les anti-panafricanistes primaires autour du président Biya. Il y en a, je les connais. Mais le président Biya lui-même n'a jamais posé un acte pour nous nuire. Jamais. Au contraire, il a posé des actes qui montraient qu'il soutenait notre combat. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété, c'est compatible avec le panafricanisme. Les panafricanistes ne luttent pas contre la dictature, parce qu'il n'y a pas de dictature en Afrique. Il n'y a pas de dictature dans des pays sous contrôle impérialiste. Il n'y a pas de dictature en néocolonie, mon cher Priso. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Il n'y a pas. Il n'y a pas. La preuve, maintenant, je vais bousculer un peu. Les gens qui vous font croire que la démocratie néocoloniale est compatible avec le panafricanisme, dites-moi, ok, de ce point de vue donc, on va donc qualifier les pays de l'AES comme étant des dictatures. Parce que les Occidentaux considèrent que ce sont des dictatures, ce sont des putschistes. Parce que le régime ne respecte pas, entre guillemets, les critères démocratiques occidentaux. Bon, dans ce cas, on fait alors comment? Donc, les panafricanistes donc, qui soutiennent l'AES là, sont toujours démocrates. Parce que l'AES n'est pas la démocratie telle que les Occidentaux disent. C'est pas la démocratie. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. C'est de la cohérence. On fait alors comment? Voilà comment on s'enferme dans des contradictions dans lesquelles on ne peut pas s'en sortir. Moi, je suis cohérent. Nous, on est cohérents. Je n'ai jamais été un partisan de la démocratie néocoloniale. C'est connu. Deuxièmement, je ne parle pas de dictature parce que moi, je ne dis pas n'importe quoi. Dans ma bouche, là, ça ne sort pas n'importe quoi. Hein. Dictature, là, ça, c'est des histoires qui sortent tout droit des cuisses de vauriens de l'Élysée.
Vous reprenez ça à votre compte et vous jugez vos dirigeants à l'aune de ces catégories-là. Et dès le départ, votre raisonnement est déjà faux. Parce que c'est basé sur un mensonge, sur quelque chose qui n'est pas fondé. Il n'y a pas de dictature en Afrique. Il y a des colonies. Il y a des semi-colonies. Il y a des pays qui sont en voie de libération. Voilà comment on peut faire une typologie de régime politique en Afrique. Mais allez baser ça sur des critères de démocratie, dictature, mais ça dit, vous êtes complètement perdu. Ne m'entraînez pas dans ça. Ne m'y entraînez pas, parce que moi, je n'en ai pas dans ça. Donc, je vous ai répondu. Alors, Paul Biya monarchiser le pouvoir politique. Voilà encore. Allez, c'est quoi monarchiser un pouvoir? On monarchise une colonie comment? Moi, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est la magie. Comment est-ce qu'on monarchise une colonie? Comment on monarchise une néocolonie? Parce qu'on reprend les mots, on veut être à la mode, et parce qu'on a embrassé le panafricanisme comme vous embrassez les footballeurs. Sans réfléchir. On embrasse le panafricanisme, on est panafricaniste. Et on assume ça parce qu'on sait de quoi est-ce qu'on parle. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu sincèrement à mon ami Charles Prison et que les choses sont désormais claires. Merci, Monsieur le Président. C'est bien clair. Je crois que M. Prison a eu le message. Monsieur le Président, nous avons une autre préoccupation d'un anonyme. Il dit, Monsieur le Président Bandakani, la scène politique camerounaise est actuellement agitée par une interprétation divergente d'une disposition de la Constitution du Cameroun relative au mandat des députés de la nation. En effet, la Constitution du Cameroun, à son article 15, alinéa 3, dispose tout mandat impératif est nul. Monsieur le Président, à travers cette disposition de cet article, que pouvez-vous donner comme analyse politique? Vu que dans le paysage, il y a des remous concernant le prêt des élus à un certain parti, le MRC. Ça parce que un parti veut, comment on dit ça, dominer le débat politique. Ça veut dire. Alors, pour être plus concret, ce débat-là, il faut le traiter comme tel. Ça veut dire quoi? Les agitations stratégiques d'un parti politique qui a son ambition politique. Je répète, les agitations stratégiques d'un parti politique qui a sa stratégie et son ambition. Ce n'est pas le problème du Cameroun. Ce n'est pas le problème du Cameroun. C'est-à-dire que le MSC cherche à avoir un candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas ma tâche d'été quand je me lève le matin. Vous croyez que c'est le problème de tous les Camerounais quand ils sortent le matin là pour aller chercher le quoi qu'ils vont manger? Ça, c'est le buzz politique. Les gens veulent faire de leurs problèmes partisans. Le problème national du Cameroun, c'est faux. Le problème national du Cameroun à l'heure actuelle, ce n'est pas de savoir si le président Kamto sera candidat ou pas. Puisque ce n'est pas le MSC qui décide ça. Ce ne sont pas les supporters du MSC qui décident ça. Ce sont les instances dédiées qui vont décider. C'est la Cour constitutionnelle. Si. Alors, donc vous comprenez qu'à partir de là, ce débat ne m'intéresse pas. Il n'est pas intéressant pour nous de s'y attarder. Ce serait jouer le jeu de ces gens-là. Ils veulent se mettre au cœur du jeu politique en organisant une espèce de bruit, de bulle politique dont ils seraient le centre. Vous entrez dans cette bulle, quand elle va percer, ça percera avec vous. Hein. C'est que les bulles ont pour fin d'éclater. Les bulles éclatent toujours. Et quand une bulle éclate, elle fait des victimes. C'est-à-dire, sont victimes des bulles ceux qui ont cru à la bulle et qui sont accrochés. Vous voyez qu'on a des expériences, ça s'accroche pas à une bulle. C'est une bulle devant nous là. Donc, si vous voulez respecter même ce qu'on appelle la loi, la force de la loi et la force du droit, vous laissez les instances habilitées à trancher les litiges, les trancher. Sinon, on est dans le règne de l'interprétation. Mais Président, effectivement, ça pose vraiment un problème. Vu que les dispositions les dispositions constitutionnelles ne sont pas aussi précises concernant la démission d'un député ou alors sa révocation concernant sa carrière politique. Est-ce que cela veut dire que, est-ce qu'un député qui est sorti d'un parti politique peut partir rejoindre
un autre parti politique et faire de lui son élu à une élection présidentielle? Ce débat pose un seul problème. Deux problèmes. C'est-à-dire que c'est la question de la non-impérativité d'un mandat, du mandat d'un élu, et le problème de la constitution de ce mandat. Soyez plus clair, président. Je suis très clair. C'est-à-dire que le problème qui est posé par ce débat, c'est le problème de la non-impérativité d'un élu et la constitution du mandat. Un élu ne tombe pas du ciel, le mandat ne tombe pas du ciel. Il y a un processus qui produit un mandat. Si. Voilà. Et le mandat étant une chose, le processus qui permet d'avoir un mandat sont organisés et définis par les textes de notre pays en général, et en particulier par la Constitution du Cameroun. Donc, le reste, c'est une affaire d'interprétation. Le reste, c'est une affaire de manipulation du droit et des textes. Je n'entre pas dans ça. Vous savez pourquoi? Il y a des instances qui vont trancher ça. Vous savez, il est très facile de mobiliser des juristes, hein, des deux bords. On n'est pas un vrai juriste lorsqu'on vient parler des aspects du profond du droit, peu importe le secteur juridique dans lequel on va opérer, avec des profanes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un grand juriste va se mettre là, il parle à des profanes à travers les réseaux sociaux, il fait une démonstration. Et il dit qu'il est fort, il n'est pas fort. Vous êtes un grand juriste, quand vous faites une démonstration devant notre grand juriste en face de vous. Le match est équilibré. Il va vous aller parler, il va sortir. Parce que vous êtes des spécialistes. On ne conçoit pas un débat qui oppose un spécialiste à un non-spécialiste. Ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut laisser ça aux instances dédiées qui, elles, parce qu'elles sont organisées à la matière et faites pour ça, vont trancher. Maintenant, je vais vous aider. Ne pensez pas que je fuis la question. Ce n'est pas une question purement juridique, c'est une question politique. C'est une affaire sérieuse pour la laisser seulement aux juristes. Et moi, la dimension la plus importante pour moi, c'est la dimension politique. Parce qu'au-delà de ce débat, qu'est-ce qui est en jeu au Cameroun? Puisque les partisans de M. Kamto disent que ce n'est pas candidat, le Cameroun doit prendre feu. Si, président. Vous avez en face un représentant de l'État du Cameroun qui tous les jours nous rappelle que personne ne doit se prévaloir de ses propres turpitudes. Ce qui veut dire quoi? Notre pays est en train d'être engagé dans une spirale qui peut nous échapper tous. C'est en cela que ce débat est fondamentalement politique. Parce que ceux qui ne sont pas leurs candidats, les Camerounais qui estiment que l'élection n'est pas importante, ils n'ont pas le droit de vivre après les élections. Il y a beaucoup de Camerounais qui estiment que la chose importante de ce pays, ce n'est pas l'élection présidentielle. Il y en a beaucoup. Il y en a, hein, ne pensez pas que... Il y en a qui estiment que, bon, même s'il doit y avoir élection, le plus important, c'est qu'après la paix civile soit garantie et que le pays continue à fonctionner. Il y en a qui pensent comme ça. Donc ce n'est pas une affaire de juriste, c'est une affaire politique, parce que ça engage la vie de la nation. De ce point de vue, les deux camps sont à blâmer. Les deux camps sont à blâmer. Le camp présidentiel, le RDPC, a donné, comment on dit ça, le fouet pour qu'on le fouette, avec des cas jurisprudentiels qui existent. Si, il y a même le cas, Aya Abine. Vous parlez de Aya Abine. Même la manière dont cette loi a été conçue, la loi portant sur le mandat impératif, c'est une loi qui a été conçue dans la précipitation, dans une volonté d'anticiper sur une possible défaite du RDPC aux élections municipales législatives. On est dans les années 90, 97 jusqu'à 2000. On voulait anticiper dessus. Et on n'a pas pris le temps de bien mûrir la question en articulant ça avec l'intérêt supérieur du pays en ce moment-là. Puisque pour le régime, l'intérêt supérieur du Cameroun se limite à eux. C'est ça le problème. Donc, d'un côté, le régime lui a créé les conditions pour qu'on le fouette. Donc, maintenant, ça c'est pour le RDPC. Mais de l'autre côté, moi je ne sais pas comment on peut vouloir incarner le changement et être aussi incohérent. Et avoir un profond mépris pour sa propre parole à ce niveau-là. Il y a un problème éthique et politique qui s'oppose au niveau de la démarche du MRC. Vous voulez parler des fameuses déclarations du président? Claire. Déclarations et actes politiques qui ont été posés. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, les gens qui prétendent incarner le changement
je dis bien qu'ils prétendent incarner le changement, se regardent dans un miroir. Et eux-mêmes assument. Sauf si on pense qu'en politique, tout est permis. En politique, tout n'est pas permis. Quand on veut changer les choses, tout n'est pas permis. Vous ne pouvez pas dire qu'une élection ne sert à rien. Dites même qu'on n'a pas créé le MRC pour que les gens aillent aux assemblées. Ça a été dit. Si, en 2019. Ça a été dit. Et en même temps, ne pas être gêné d'aller marchander, tripatouiller avec des élus qui ont été élus dans le cadre de cette élection que vous avez boycottée. Si. Bon, comment on fait pour ne pas avoir un problème éthique? Comment on fait pour ne pas être interpellé par sa propre conscience? On fait comment? Et en même temps, on dit qu'on veut incarner le changement. Comment on fait? Mais peut-être pour lui, c'était une forme de stratégie. Une stratégie n'est pas une fin en soi. La stratégie a à voir avec l'éthique. C'est ce qu'on appelle l'éthique des fins. L'éthique des fins. Les fins d'une démarche, d'une chose. L'éthique. La morale des fins. La cohérence, cher ami. Il s'agit de la destinée des gens. Il s'agit du destin d'un pays. Vous ne pouvez pas avoir des positions aussi fortes devant vos militants, fortes. Où vous dites qu'il n'y aura pas de... Vous n'irez jamais aux élections tant qu'on n'a pas changé le code électoral et tant que la guerre de nos eaux n'est pas terminée. Ça ne fait même pas 6 mois après, vous venez changer. Vous dites que non, vraiment, il faut y aller parce que le boycott est la pire chose qu'on doit faire en politique. Bon, soit vous prenez vos supporters pour des idiots et vous êtes un gourou. C'est-à-dire, vous êtes un dieu. Et dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, à ce moment, la politique, ce n'est plus la politique. On est dans une apport. C'est même pire que la religion. On est dans l'adoration. C'est plus la politique. On est dans l'adoration. À ce moment-là, vous voyez que les registres sont totalement confondus et puis on se perd. On se perd. Il y a une certaine indécence politique. Il y a de l'indécence en termes d'éthique. Il y a de l'indécence morale à dénigrer une élection, à dire que ça ne vaut pas la peine, et après aller chercher des élus, débaucher des élus dans des partis qui sont là cette élection. Il y a un pourrissement de la vie politique qui est inacceptable. Je vous assure. Je dis pourrissement de la vie politique. Il y a là un abaissement de la politique que tous ceux qui font la politique avaient l'ambition de changer la politique, de changer les mœurs de la politique, de changer même leur pays, ne peuvent pas accepter. C'est pas acceptable ça. On ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire que, d'abord, et puis les conséquences seraient graves pour le pays. Imaginez que ça passe. Ça n'est fini de la cohérence entre les élus d'un parti et le programme du parti, les ambitions de ce parti-là. Ça voudrait dire qu'un élu, désormais les partis ne sont que des machines à proposer des élus et que leur rôle s'arrête là. Mais ce n'est pas le rôle des partis politiques. Ce n'est pas le rôle. La Constitution du Cameroun, dans son article, je crois, 3, explique très bien quels sont les rôles des partis. C'est une fonction reconnue par la Constitution. Si. Concours à l'expression du suffrage universel. Mais quelle est la fin à quoi sert le suffrage universel? Il faut rappeler ça aux gens. À diriger un pays. Il y a un suffrage universel parce qu'on désigne un dirigeant sur la base d'un projet. Le pays, lui, on peut lui faire confiance. Il peut nous diriger, bon sang. Ce n'est pas un jeu. Donc, si j'ai un programme politique dans le cadre d'un parti, mes élus doivent suivre mon programme politique. Ils doivent suivre notre démarche, notre stratégie, les finalités politiques. Mais si une fois que quelqu'un est élu, on demande un impératif, il fait ce qu'il veut. Bon, imaginez où ça peut conduire le pays à l'heure actuelle. Imaginez un peu. Si on marchande les élus, au nom du fait que le mandat n'est pas impératif, ça peut aller très loin. On peut acheter les députés du Cameroun, de tous. On peut les acheter. C'est vrai. Des puissances financières vont acheter vos élus, comme on l'a fait en Ukraine, comme on l'a fait ailleurs. On va vous acheter. Et le parti au pouvoir lui-même n'est pas en appui de bon ce qu'il a. Ça va le dévorer. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un piège? Si c'était seulement le LPC, on devait s'en foutre. Mais c'est le Cameroun qui est menacé là. Parce que là, on est en train d'entrer là. Vous n'imaginez pas ce qui est en train de se jouer là.
Mais est-ce que le président Balakani, est-ce que cela inclut son meeting prévu le 31 mai? Non, on n'a pas, je ne fais pas les procès d'intention. Quand le meeting aura lieu, on en parlera. Pour l'instant, il y a là, ça c'est sûr, on nous a dit que samedi prochain, on va nous présenter des élus. Et que cette présentation des élus assure à M. Kamto le fait que le MRC puisse présenter un candidat qui devrait automatiquement valider. C'est ça le débat. Je suis en train de vous dire que c'est grave. Ça montre, cette loi-là, elle est mauvaise d'abord, c'est une mauvaise loi. Et le LPC est en train le régime est en train de voir, n'est-ce pas, lorsqu'on est toujours guidé par la courte vue, quand on est obnubilé par les intérêts purement alimentaires, les intérêts à court terme, les intérêts de suivi au pouvoir, ça aboutit comme ça. On n'a pas de perspective. On ne se projette pas au-delà des intérêts de son parti. Cette petitesse politique, voilà, c'est ça. C'est ça que le pouvoir est en train de... Le pouvoir, comme on dit, a créé les conditions de cette situation chaotique-là. Mais président, c'est très grave. Oui, mais c'est grave, je suis en train de vous le dire. Mais, je dis ceci, une fois que je l'ai dit pour le pouvoir, je dis, quand on veut changer un pays, on ne fait pas comme le pouvoir. Dans ce cas-là, ne le critiquez pas. Ça, parce que le pouvoir fait qu'on va faire. Et je suis très frappé par la fascination que le RDPC exerce sur le MRC. Ça me frappe beaucoup. J'observe ça. C'est une fascination qui se traduit par le fait que le MRC se réjouit toujours de recruter les ordures du RDPC. Ils sont très contents, ils les présentent là comme ce sont des captures, vous savez, c'est de l'héroïsme. Au point où on imite le RDPC, on imite. Et on le combat. Si vous appelez ça combattre, c'est le Cameroun qu'on combat, avant de combattre le RDPC. Puisque, comment on peut combattre quelque chose qui te fascine? La fascination est là. Donc je dis, ça ouvre une porte là qui est très dangereuse pour notre pays. Parce que ce désordre politique peut conduire à tout. Dans un contexte où le pays est, malgré lui, le pays est, bon gré mal gré, engagé dans la course à la succession. Et que cette course-là est arrivée à son point culminant, c'est pas bon, c'est pas le bon augure pour notre pays. Parce que les forces de l'argent existent. Les lobbies, ils vous disent qu'on va acheter le Cameroun. On peut acheter le Cameroun. Puisqu'on sait très bien ce qui motive cette transhumance des élus, on sait ce qui motive ça. Les gens préparent la prochaine municipale, législative. Ils estiment que dans leur région d'origine, ils vont être réélus sous la bannière très facilement. Voilà, tout ça est consort. Mais est-ce qu'on fait la politique pour tout ça? Où est l'éthique de la politique? Et si on pense que la politique c'est du cynisme et que l'important c'est des intérêts, en quoi on est différent du RDPC? En quoi? Les positions politiques sont progressistes. Où est le progrès dans ça? Où est le progrès? Mais dans ce cas, tout peut être progrès. Tout. On peut tout qualifier de progrès. De progrès. Donc, cette question pour moi est au-delà d'une querelle juridique. Ça pose le problème, une fois de plus, de la nature de la politique dans notre pays, de ses finalités. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est pas le débat juridique. Donc, alors, nous espérons, si le MSC est élu, supposons qu'il soit élu, est-ce qu'ils vont changer cette loi? Quelle sera la relation de ce parti à cette loi? La question se pose, parce qu'il est question du contrôle des élus. Il est question de la gouvernabilité du pays une fois qu'on a pris le pouvoir. Est-ce qu'on est sûr qu'une fois donc, si on prend le pouvoir, on va balayer cette loi-là? Pas du tout, président. Sauf si on a d'autres moyens de contrôler les élus. Encore, que le contrôle ésotérique, le contrôle politique des élus n'exclut pas le contrôle juridique. On est obligé de cumuler tout ça pour assurer un contrôle absolu sur les élus, pour gouverner un pays, à un moment donné. Donc, moi, tout n'est pas permis en politique. À un moment donné, il faut qu'on n'oublie pas. Il ne faut jamais oublier que la politique, c'est une relation à l'intérêt général. Et que l'intérêt général est au-dessus des intérêts partisans, à un moment donné. Donc moi, je pense que
de ce point de vue-là, j'ai dit faisons attention. On est dans une dérive là qui peut coûter très cher à notre pays, parce qu'on ouvre la voie à la marchandisation la plus abjecte de la vie politique, du mandat politique. On valide la prostitution politique la plus honteuse, sans aucune honte, de manière éhontée. En même temps, on dit qu'on veut changer les choses. Si le RDPC est le point culminant de la bêtise politique et de l'échec, il ne faut donc pas l'imiter. Il ne faut pas le suivre dans leur voie. Il ne faut pas suivre le pouvoir dans ses voies. Je dis, donc à ce niveau-là, le MSC fait preuve d'une... Demandez ça. Le rapport de ce parti à l'éthique que le changement exige, ce rapport de mépris, cette indifférence à l'égard de l'exigence de l'éthique est très inquiétant. Très, très, très inquiétant. Et pour ne parler que de cet aspect, hein, pour ne parler que de ça, il y a d'autres aspects sur lesquels on peut insister. Hein. Merci Président pour ces zones d'ombre qui ont été, je pense bien pour les différents internautes qui nous suivent, été éclaircies. Bon, pour nous, c'est l'occasion, vu le temps imparti, c'est l'occasion pour nous de féliciter tous ceux-là qui ont été connectés sur notre plateforme NMP officielle. Nous vous remercions aussi, Président, pour votre ponctualité et pour votre promptitude à toujours être à votre poste. Je salue aussi Madame Béatrice qui a été là durant cette émission. Nous saluons aussi l'équipe technique qui nous a amélioré certaines conditions pour qu'on puisse arriver à ce niveau de l'émission. Performance technique. Une fois de plus, rendez-vous à la prochaine édition. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir à mes chers internautes.